BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Et on retrouve Jean-François Fiatre de Marché Gagnant. Jean-François, bonjour. Bonjour Antoine. Alors le sujet de la semaine, qu'est-ce que vous nous proposez? J'ai un scoop pour vous, l'assurance vie, le monde des bisounours c'est terminé. Les rendements des fonds en euros vont fortement baisser et il n'est pas sûr que la fameuse liquidité tant vantée par les assureurs soit toujours de mise, et ce à cause de la loi Sapin 2 et plus particulièrement de l'article 21 bis qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Alors, sur la baisse des rendements, qu'est-ce qu'il y a de neuf et surtout, quel est le rapport avec justement cette loi Sapin 2? Alors, voilà en fait plusieurs années que le gouverneur de la Banque de France incite les assureurs à ne pas trop distribuer aux épargnants et à mettre des profits en réserve. Cela fait plusieurs années aussi que les autorités considèrent que les assureurs ne jouent pas le jeu. Alors, on est en train, Antoine, de sortir le bazooka avec la loi. Que dit le texte? Le Haut Conseil de stabilité financière pourra, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir administrer les taux des contrats d'assurance vie. D'accord, on voit l'enjeu. Alors, second sujet, évoquer la suppression de la liquidité. Ça, vous en avez parlé. En gros, je peux pas retirer mon argent de mon contrat d'assurance vie, c'est ça le... Alors, une remarque pour commencer. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu une question d'un auditeur qui posait la question justement de savoir si les conditions pour retirer son argent sur son contrat d'assurance vie et les délais correspondants. Et je lui avais répondu, il faut que vous regardiez votre contrat, mais sachez quoi qu'il arrive que l'ACPR, le gendarme de l'assurance vie, peut de manière exceptionnelle, en cas de difficulté de votre assureur, bloquer les rachats. C'est l'article L612-33 du Code monétaire et financier qui le dit. Bon, ça se comprend à peu près. Qu'est-ce que change la loi Sapin? Peu ou prou, elle dit la même chose à une exception près. Ce n'est pas dans l'hypothèse d'une mesure individuelle d'un assureur en déconfiture que ces pouvoirs étendus sont mis en œuvre, mais de manière collective, si le Haut Comité de stabilité financière trouve qu'il existe des menaces sur le secteur. C'est une petite différence, mais qui a quand même de grands effets. Oui, effectivement, là c'est quand même loin de la nuance. Votre sentiment sur les deux textes, Jean-François? Alors commençons par la forme. L'article 21 bis est arrivé par un amendement parlementaire présenté en commission des finances, un peu à la Hustarde. Les membres d'ailleurs de la dite commission des finances se sont émus du procédé pour un texte qui est quand même tout sauf anecdotique. Effectivement, c'est quand même quelque chose de difficile à comprendre. À votre avis, une fois voté, est-ce qu'ils vont être véritablement appliqués? Est-ce qu'on va, comme vous dites, vraiment régir, administrer les taux d'épargne d'assurance? Alors c'est effectivement la question. Alors à mon avis, pas cette année. Pour l'heure, on dit aux assureurs gentiment, bon les gars, vous avez déconné, on vous le dit, maintenant va falloir nous montrer que vous avez compris, et si on constate que tel n'est pas le cas en 2017, eh bien on va appliquer le texte puisque maintenant on en a un, donc on fixera les taux en 2017 à votre place. Mais dès à présent, on peut déjà être certain que la moyenne des taux des fonds en euros passera cette année nettement sous la barre des 2%. Et d'ailleurs, il faudrait au passage réfléchir sur une plus juste répartition de la participation aux bénéfices, car franchement, massacrer des contrats déjà massacrés aujourd'hui, ça serait franchement un scandale. Alors sur la souplesse de l'assurance vie, c'est vrai que c'est l'avantage qu'on brandit quand on parle de ce produit-là, hein, précisément. Alors si on regarde ce que nous dit la loi Sapin, on va faire un premier constat, c'est que le formalisme pour mettre en œuvre l'impossibilité de verser, d'arbitrer ou de retirer de l'argent sur un contrat d'assurance vie, ce formalisme il est relativement lourd. On ne peut donc pas recourir à ce texte à la légère. Second débat, en fait, moi que je trouve intéressant, c'est quel est l'outil qui est potentiellement le plus utilisable par le pouvoir dans ce sujet. Alors là, voyez-vous, Antoine, je ne pense pas comme la place. Tout à l'heure, votre question, elle portait sur le retrait. Franchement, interdire les retraits sur les contrats d'assurance vie dans notre pays, c'est un fusil à un coup. Donc, vous ne pouvez techniquement le faire qu'en cas de problématique prudentielle majeure. Pas simplement parce que vous voulez protéger le système de manière préventive. Quid en revanche de l'interdiction des versements, par exemple, sur le fonds en euros? Le Bund allemand, par exemple, cette semaine, est passé en territoire négatif. On est au cœur du réacteur, là. Alors se pose la question, est-ce qu'un assureur se met en risque quand il garantit un capital et que parallèlement, il va investir à taux négatif? Assurément, oui.
Précision quand même importante, parce qu'il ne faut pas affoler les épargnants. S'ils sont activés, ces blocages sont prévus par la loi, ils ne sont pas définitifs. Ils sont prévus pour une durée de 6 mois, éventuellement renouvelables, si les conditions qui ont justifié leur mise en place sont toujours réunies. Alors Jean-François, le Haut Conseil a encore remis en garde les assureurs sur les rendements. Est-ce que vous pensez que l'assurance vie à la française soit en risque, quoi, finalement ? C'est une vraie question. L'empressement, en tout cas, qui a été mis sur la mise en œuvre sur l'article 21 bis, tout comme l'absence de concertation sur la place, pourrait le laisser craindre. Personnellement, moi, Antoine, je pense qu'on est beaucoup plus dans une logique de répression financière. La répression financière, c'est une stratégie qui consiste à ruiner les rentiers et à contraindre les épargnants de manière majeure dans leur comportement d'épargne. Aujourd'hui, il n'est plus question de se poser la problématique du financement des États et des entreprises, puisque grosso modo, c'est la Banque Centrale Européenne qui s'en occupe. En revanche, il faut coûte que coûte vendre directement ou indirectement des actions. C'était d'ailleurs en partie la logique du transfert des plus-values du fonds euro vers l'euro-croissance pour lancer de force un produit qui ne marche pas. Alors justement, où est-ce qu'on en est sur ce sujet? Pour mémoire, vous étiez quand même violemment contre ce transfert et nos auditeurs et téléspectateurs avaient en masse participé à la consultation qui avait été organisée par le Trésor. C'était à l'automne dernier. Tout à fait. Alors à date, le décret sur le transfert des plus-values vers l'euro-croissance n'est toujours pas publié et très sincèrement je m'en réjouis, même si je préférerais que le Trésor dise officiellement qu'il fait marche arrière plutôt que d'avoir tous les matins à regarder le journal officiel. En revanche, cette non-publication va poser des problèmes à l'affaire. Pourquoi? Parce que cette association d'épargnants va tenir cet après-midi son assemblée générale au Palais des Congrès à Paris et va mettre au vote une résolution qui autorise le transfert des plus-values vers l'euro-croissance, j'ouvre les guillemets, conformément à la réglementation prévue, ce qui est une notion juridique absolument invraisemblable. Bref, depuis un mois, les adhérents de l'affaire votent par correspondance sur un texte qui n'existe pas, et il en sera de même cet après-midi. Franchement, le procédé ne me semble pas relever de la parfaite transparence. Pour autant, Antoine, je vous rassure, le texte sera adopté, car les pouvoirs au président sont traditionnellement importants à l'affaire. Bon, donc selon vous, il y a vraiment un problème de gouvernance là-dessus? Oui, et visiblement, je ne suis pas le seul à le dire. La loi Sapin 2, encore elle, a été votée avec un amendement qui a été présenté par le député Amadi, un amendement qui est inspiré par la CLCV. En fait, il s'agissait dans les associations d'assurance vie, d'une part, d'empêcher les délégations de pouvoir au conseil d'administration, et d'autre part de limiter les cumuls de pouvoir. Alors, c'est quoi le problème des délégations de pouvoir au conseil d'administration? Je vous l'explique de manière très simple. Aujourd'hui, le plus souvent, l'Assemblée générale dit voilà un sujet, eh bien, je vous donne pouvoir au conseil d'administration pour le traiter le mieux possible. Alors derrière, certes, on vous rend compte, mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est dommage, c'est trop tard. C'est pas la même chose que de dire, en fait, au conseil d'administration, vous bossez pour nous faire une proposition en assemblée générale sur un produit par exemple proposé, et nous, les épargnants, on vous dit si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Bon, c'est plus démocratique, c'est vrai. Et sur les pouvoirs, est-ce que les choses vont changer? Alors la limitation des pouvoirs n'est plus dans le texte à la demande du gouvernement, qui a toutefois précisé qu'il partageait la motivation des députés qui avaient présenté l'amendement. Mais selon en fait Bercy, les pouvoirs ne dépendent pas de la loi, mais relèvent du règlement. Donc les choses vont bouger. Et je pense que si cet après-midi, la résolution sur le transfert des plus-values est adoptée à l'affaire grâce au pouvoir au président, la pression sera très forte pour un changement des règles, un peu comme ça s'est passé sur le CNP avec Carlos Ghosn. Alors on vous sent quand même remonter sur le sujet, Jean-François. C'est un peu la fête de l'assurance vie aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'acharnement de votre part là-dessus? Non, très sincèrement, pourquoi on parle beaucoup d'assurance vie? Parce que c'est le placement financier qui est le plus souscrit par les Français, et il faut qu'on soit effectivement vigilant pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Mais si vous voulez que je sorte un instant des sentiers de l'assurance vie, je suis prêt à le faire pour vous dire deux mots des fonds et de l'autorité des marchés financiers. Autorité des marchés financiers qui veut supprimer sa classification de fonds. Vous savez, c'est une classification qui permet aux épargnants de savoir dans les grandes lignes quel est le profil d'un fonds. Est-ce que c'est de l'action? Est-ce que c'est de l'obligation? Est-ce que c'est du diversifié? C'est une spécificité française que l'on est prêt à sacrifier au nom de l'Europe et d'une certaine philosophie anglo-saxonne. Alors là encore, on dit non. Alors après avoir écrit à Bercy pour s'opposer au transfert des plus-values du fonds euro vers le fonds euro-croissance, eh bien si vous partagez ce nouveau combat, je vous propose de participer à la consultation publique qui est lancée par l'autorité des marchés financiers. Rien de plus simple, vous adressez un mail à l'adresse
direction de la communication, tout ça collé en un seul mot, @amf-france.org. Vous mettez consultation publique, classification AMF, et vous dites simplement je suis défavorable à la suppression de la classification AMF. De mon côté, j'aurai le plaisir d'envoyer au régulateur une note circonstanciée sur le sujet. Bon, c'est tout noté, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Jean-François Fiat, marchégagnant.com. On vous retrouve dans une heure pour répondre aux questions des auditeurs dans Intégral Placement, 10h50 sur BFM Business.